Bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Parcours de l'espoir, l'émission de l'ONG Élite Espoir, Jeunesse africaine. S'imprégner du parcours de nos élites pour inspirer notre jeunesse qui en a fortement besoin, c'est le credo de l'ONG Élite Espoir, Jeunesse africaine. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui l'honorable député maire du Grand Ouragayo, Anthony Garou. Bonjour, honorable. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Vous êtes de passage à Paris. Merci de nous recevoir. Et comment allez-vous? C'est moi qui vous dis merci. Et vraiment, j'ai le plaisir aussi de vous rencontrer une fois de plus, puisqu'on s'était déjà vu il y a 2 ans de cela. Et donc, c'est toujours un plaisir renouvelé d'échanger avec vous. En tout cas, merci, honorable. Et on sait ce que vous faites pour la jeunesse dans votre circonscription. On n'entend que du bien de vous. C'est pour ça qu'on a voulu aujourd'hui que la jeunesse sache d'où vous êtes parti. Vous avez commencé votre primaire à Gagnoa ou à Ouragayo? Ok, merci. J'espère que je suis véritablement l'exemple qui pourra inspirer cette jeunesse. Il faut dire que je suis né dans un village et ceux qui connaissent l'Afrique, quand on parle des villages, on sait ce que ça veut dire. Il n'y a rien qui me prédisposait à être là où je suis aujourd'hui. Dans des villages où il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante, une mère et un père analphabètes, mais qui ont eu quand même l'intelligence de nous mettre à l'école. Il faut qu'on apprenne à lier le bois au bois, comme le dit le célèbre écrivain africain, Cher Abdou Khan plutôt, qui a dit qu'il faut mettre les enfants à l'école pour que demain ils puissent rivaliser avec le monde. Et lorsque la Grande Ouraya, dans ce roman-là, Aventure ambiguë, le disait, c'était à la période coloniale où nos parents étaient soumis. Donc il fallait qu'on aille chercher la science des Blancs pour pouvoir rivaliser. Et nos parents ont suivi ce modèle, donc une mère analphabète, un père analphabète, qui ont mis leur enfant à l'école pour que demain, celui-ci soit leurs yeux, leur bouche, leurs oreilles. C'est dans ce contexte que j'ai fait mon école primaire dans un village qu'on appelle Zébizekou, qui est de la sous-préfecture de Ouragayo, dans le département de Gagnoa, dans la région du Gao. Et aujourd'hui, donc, je suis le député maire de cette ville qu'on appelle Ouragayo. Depuis 3 ans déjà que j'étais maire et ça fait 1 an que je suis député. Voilà, vous avez été élu récemment. Ouais. Et donc, sans électricité, sans eau, ouais, vous avez été à l'école. Oui. C'était sous la bougie. Et nous-mêmes, à cette époque, on fabriquait nous-mêmes une sorte de lumière avec des graines de ce qu'on appelle le jatropha. Il y a une plante de chez nous. Et lorsque vous l'allumez, ça donne un peu de lumière. À l'absence de ça, c'était les lampes tempêtes. Oui. Si on a le pétrole, bien sûr. Parce que le pétrole, il faut l'acheter. Et parfois, il y a des jours où l'argent manquait pour qu'on achète le pétrole. Le matin, tu vas à l'école, ce n'est pas le croissant, ce n'est pas du pain, ce n'est pas du beurre. Et puis tu pouvais aller comme ça, à l'école. Ou du moins, ce qu'on dit chez nous, ce qu'on appelle la banane, plantain, qu'on peut braiser, le matin on te donne, et puis bon, tu vas aller. Donc ça nous a forgé un mental pour dire qu'il faut que je change cette situation dans laquelle je suis né, positivement. Oui. Voilà. Et faire plaisir aussi, non seulement à nos parents, mais aussi dire qu'on peut partir de 0 pour arriver peut-être à 1 et peut-être à 100. C'est ce que j'ai eu à faire modestement. Voilà, je ne suis pas le summum, mais je veux dire modestement, voilà le parcours scolaire que j'ai eu à faire. Voilà donc, en résumant, chers jeunes qui nous suivez, des conditions très difficiles, sans électricité, sans eau courante d'ailleurs, ni eau potable. Et, un père analphabète, une mère analphabète. Donc tu reviens de l'école, on ne te demande pas si tu as fait tes devoirs ou pas. Parce que l'humain, ce n'est pas ce qu'on appelle un devoir. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc de là, vous arrivez au CM2. Est-ce que vous avez le certificat d'études? Brillamment. Brillamment. Et après, je rentre donc au collège. D'accord. Et cette partie collège, vous la faites où? Alors, j'ai commencé donc à Daloa. D'accord. À Daloa. Jusqu'à en première. En première. Et j'ai fait ma terminale au lycée moderne de Sassandra où j'ai eu le bac philosophie à 7. Et par la suite, donc, je suis rentré à l'université nationale de Côte d'Ivoire à Abidjan, n'est-ce pas?
où je fais donc la faculté de droit, à l'issue de laquelle j'ai obtenu donc un diplôme, la maîtrise en droit, droit public, c'est-à-dire administration publique. Par la suite, j'ai commencé donc à chercher du boulot, comme tout le monde. Alors, on sait qu'au primaire, c'était vraiment des conditions. Mais ces difficultés n'ont pas. Oui, même au collège comme au lycée, ces difficultés n'ont pas disparu. Parce que, imaginez-vous, un enfant qui vient du village, qui part en ville, et parfois on ne connaît personne. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'internat, et ça c'était rare, moi je n'étais pas à l'internat, il faut trouver un tuteur. Il faut trouver un tuteur. Et la plupart des tuteurs ou des personnes qu'on connaissait, c'est des petits ouvriers. Et pour eux-mêmes avoir à nous nourrir, c'était un problème. Vous mangez une seule fois par jour. Nos tuteurs étaient de bonne volonté, mais leur situation ne me permet pas de nous mettre dans des conditions difficiles. Je voudrais rendre hommage à tous ces tuteurs ou tutrices qui nous ont aidés, malgré leurs maigres moyens, pour que nous parvenions à avoir nos diplômes et être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été aussi facile, au lycée, parce que comme je vous l'ai indiqué ici avant, j'étais d'abord au collège à Dalois. Oui. Et la terminale, je l'ai faite à Sassandra. Mais comment je suis arrivé à Sassandra? À la rentrée scolaire où on devait commencer la terminale, il y a eu une tornade qui a décoiffé nos bâtiments. Et on nous disait donc où aller, dans quelle classe il faut aller. On nous a demandé donc d'aller dans nos villes respectives d'origine pour pouvoir continuer l'année. Et c'est ainsi qu'on m'a orienté vers Gagnoa. Ah d'accord. Chez moi. Donc mais je Gagnoa. J'arrive à Gagnoa, je dois rentrer au lycée de Gagnoa. Mais là, ils font que l'allemand. C'est-à-dire comme langue étrangère, l'allemand. Or, moi, j'ai fait l'espagnol. Ah, donc, je ne pouvais pas avoir une place là. Et là, le proviseur de ce lycée appelle donc son collègue de Sassandra pour poser mon problème. J'accepte immédiatement de me recevoir dans ce lycée-là. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Sassandra. Sans tuteur. Voilà, sans tuteur. Je vais vous raconter une histoire cocasse. J'arrive à Sassandra, il était 18h, 19h. Je ne connais personne là-bas. Et j'arrive dans une gare routière, ce soir-là, où loger. Parce qu'il fallait que je passe la nuit quelque part et le lendemain, aller au lycée pour mon inscription. J'arrive donc dans cette gare, dans le crépuscule, et puis je vais vers un jeune qui était là, qui joue au football, que nous appelons Maracana, oui, qui est connu très bien en Côte d'Ivoire et en Afrique. Je vais vers ce jeune et je lui demande s'il pouvait m'héberger ce soir-là pour que demain je puisse aller au lycée. Excusez-moi, honorable, vous partez avec quoi en poche? Qu'est-ce que vous avez en poche? Mais justement, je n'avais rien. Mon oncle m'avait donné que mon transport. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Il m'avait donné mon transport. Parce qu'il pensait que quand je vais partir immédiatement, je suis au lycée, donc je suis à l'internat, je pourrais manger tout ça. Voilà le drame. Donc j'arrive là, sans rien en poche. Je vous le dis, la main sur le cœur, et c'est la vérité. Sans rien en poche, j'arrive donc dans cette gare, dans le crépuscule. Et donc ces jeunes qui jouaient là, je vais vers un, je lui demande s'il pouvait m'héberger ce soir-là, ne serait-ce que ce soir, pour que demain, je puisse aller au lycée, rentrer à l'internat. Et il me dit non, lui, il est couturier, il a apprenti couturier, il est chez sa soeur, il ne peut pas, malgré sa bonne volonté. Et j'étais en train de parler avec ce jeune, et un autre jeune vient vers moi, dit, de quoi vous parlez? Je lui explique ma situation, il dit, mais moi, tu peux rester chez moi. Spontanément, je ne le connais ni Dandan, ni Def, mais il accepte de m'héberger. C'est cet homme-là qui deviendra mon tuteur, il s'appelait Georges Lebognon. C'était pas... Aucun lien de parenté. Ouais, ouais. Aucun lien de parenté. Je ne connais ni Dandan ni Def, mais il est venu spontanément accepter de m'héberger. C'était quelqu'un qui n'avait pas une situation économique réduisante parce que c'était un serveur de bar. Ah ouais, donc il avait à peine 30 000 francs CFA. Mais il a accepté. Et le matin, donc, je me réveille, il m'accompagne au lycée. J'arrive là-bas, l'internat était plein. Donc on ne pouvait pas me prendre dans l'internat. Mais je me suis fait inscrire quand même. Donc je pouvais maintenant aller à l'école. Et on revient chez lui, il avait ce qu'on nous appelle en Côte d'Ivoire entrecouché, c'est-à-dire que 2 pièces, c'est-à-dire il y a la chambre et un petit salon. Oui. Donc j'ai dormi donc, dans ce salon sur une natte. Mais c'est un monsieur qui était bon. Il faisait tout pour ne pas me laisser dans l'affaire, malgré ses maigres moyens. C'est ce qu'on dit aussi, les belles rencontres, les bonnes rencontres. Et je profite de vos micros
pour rendre hommage à tous les tuteurs qui ont agi comme lui. Ils sont nombreux dans nos pays qui ont agi comme ça. Et donc il me reçoit comme ça. Et il devient mon tuteur pendant 5 mois. Et vous savez comment je vais maintenant retrouver l'internat. Ce monsieur, entre-temps, il a perdu son boulot de serveur de bar, où il avait que 30 à 35 000 francs. Mais il ne voulait pas me le faire savoir parce qu'il ne voulait pas que je sois troublé dans mes études. Alors il cherche un petit boulot dans une scierie où il va travailler. Et puis, la nuit au moment où il travaille, il a somnolé. Son bras est rentré dans la machine qu'il a broyé. Vous vous rendez compte? Alors moi je ne le voyais pas, le soir il ne venait pas 2 jours. Et maintenant je cherche à le voir, on me dit non. Il est à l'hôpital, je me rends à l'hôpital, il était là couché. Il dit, il n'a pas voulu me dire parce qu'il ne voulait pas que je souffre. C'est quelqu'un qui n'aimait pas mon parent, il n'est pas mon ami, mais quelqu'un que je ne connais pas de ce monsieur. Et j'ai parlé de lui à tout le monde. Après, quand je suis parti à l'université, je l'avais perdu de vue. Après quand j'ai fini l'ENA, l'École nationale d'administration, et que j'ai commencé à travailler en tant qu'administrateur des services financiers, donc qui correspond à l'inspecteur des impôts ici, voilà, l'inspecteur des impôts en France ici. J'ai cherché à le rencontrer, ce monsieur. Il est cherché des années et des années. Je l'ai retrouvé il y a que 5 ans. Parce qu'il fallait que je le retrouve. Je me suis rendu à sa centrale de recherche, il n'arrive pas. Et un jour, je tombe sur quelqu'un qui dit, mais je le connais. Non, je me suis apaisanti sur ce fait-là pour rendre hommage à ce monsieur, mettre par ricochet, rendre hommage à tous les tuteurs. Ils sont nombreux qui ont sauvé. Même il y a des personnalités aujourd'hui qui sont les ministres et tout ça, qui ont été dans la même situation que moi. Donc, rien au départ ne présageait qu'on allait arriver là. Tous ces obstacles pouvaient m'empêcher, mais j'étais animé d'un courage. Face à des situations comme ça, là, il faut se donner le courage de réussir. C'est ce que j'ai fait comme tant d'autres. Enfants nés dans les villages, au fond de nos villages, ils sont nombreux. Ils sont les gens qui ont ce parcours que je suis en train de découvrir. Au moment où je vais parler que l'émission va passer sur vos antennes, ils sont nombreux à se reconnaître à travers moi. Voilà, donc ne baissez jamais les bras, ne baissez jamais les bras, voilà. Et puis garder espoir. Il faut toujours garder espoir. Absolument, l'espoir. Et la vie active après. Donc, alors, j'ai fini donc mes études universitaires pour entrer dans l'école, dans la vie professionnelle. Toujours émaillé des mêmes difficultés? Non, la difficulté commençait à s'améliorer parce qu'à l'université déjà, j'avais une bourse, donc je commençais à m'habiller aussi bien et tout ça. Là, donc j'avais une bourse scolaire, universitaire et tout ça. Et donc, le passage de l'université à la vie professionnelle, j'ai passé dans le concours d'entrée à l'École nationale d'administration, l'ENA, que j'ai réussi. Et je rentre à l'ENA. J'ai choisi donc la branche fiscalité, donc économie et finances, option impôt, donc fiscalité interne. Je sors de là, administrateur général des services financiers qui correspond aux inspecteurs des impôts ici en France. Et je commence à travailler donc aux impôts, où j'ai gravi des échelons. Je suis devenu directeur des opérations d'assiette, inspecteur divisionnaire des services fiscaux, jusqu'au moment où j'ai été élu député et maire. Donc vous avez déjà eu une scolarité brillante. Ouais. Vous étiez un brillant élève. Modestement. Voilà, contrairement à beaucoup, mais c'est ça aussi il faut le dire, parce que vous avez gravi des échelons, mais vous avez, malgré les difficultés, vous avez tenu votre scolarité. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire? J'ai une photo d'enfance. Et dans cette photo, j'étais avec l'enfant de ma grande sœur. Lui, il est né en ville. Moi, je suis né au village. Ma grande soeur, mes grands frères sont plus âgés que moi parce que ma maman a été la dernière femme de mon père. Donc, eux-mêmes peuvent me mettre au monde. Donc, leurs enfants sont plus grands. Donc, eux, ils sont nés à ville. Dans la photo, je suis dedans. Il était habillé en bretelles, comme je vois en bretelles. Et puis, voilà, moi, je suis à côté de lui, un panier au cou, sans chaussures. Sans chaussures, tout ça. Et quand j'ai eu mon premier fils, je lui ai montré cette photo. Il dit, papa, c'est pas toi. Il dit que ce n'est pas moi qui suis dans la photo. J'ai dit, tu crois que c'est... Il dit, c'est moi. Il dit, parce que toi, tu vis à la Riviera Golf. Bon, c'est un quartier de chez nous. Et que bon, tu voyages, tu vas. Aujourd'hui, il est à Lille, il travaille à Lille. Mon premier fils, voilà. Il ne croyait pas. Même à ma première fiancée,
quand j'étais avec ma fiancée, je lui ai dit, cette photo dans mes toilettes, Anthony, tu t'as mis, c'est toi ça? J'ai dit, mais ça, non, ça dénote que d'où je viens. Vous venez vraiment de Voilà. loin. Et ça m'oblige à être modeste, d'exercer une certaine humilité, et ça m'incline à aider ceux qui sont dans cette situation. Honorable, quelles sont les actions concrètes que vous avez mises en place dans votre circonscription au niveau de la jeunesse, concernant la jeunesse de votre circonscription? Alors, merci de me poser cette question. Il faut dire que la jeunesse est au cœur de nos actions. Parce que c'est la jeunesse qui fait le dynamisme d'une société. Quand on veut parier sur l'avenir, il faut compter avec la jeunesse. Et c'est très important. Dans ce cadre, nous avons essayé de faire des actions, pas toutes les actions, mais des actions que nous estimons être utiles pour la jeunesse. D'abord, je peux commencer dans le domaine sportif. Nous organisons actuellement nos jeunes à travers ce qu'on appelle le Go Football Events, en collaboration avec les entraîneurs ivoiriens qui officient en Occident ici. Et chaque année, ils viennent là-bas former les encadreurs sportifs qui, par ricochet, encadrent nos jeunes. Nous organisons des compétitions de U13, c'est-à-dire des jeunes de 7 ans à 13 ans, pour leur donner la chance de réussir dans le sport. On a fait la première édition l'année dernière. La deuxième édition aura lieu le 7 août prochain, avec beaucoup plus de participation. Ces événements sont couplés avec la culture en même temps, pour essayer d'aider ceux qui veulent être des chanteurs, des musiciens, tout ça. Au plan scolaire et de la formation professionnelle, nous avons créé ce qu'on appelle des IFEF. Les écoles de formation. Voilà. Ce sont des écoles de formation, des instituts de formation dans des métiers de gastronomie, de pâtisserie, de couture, de coiffure, et j'en passe. C'est destiné à la jeunesse. Et c'est domicilié actuellement? Ah oui, il y en a donc dans la commune, dans la ville même de Oragayo, et une autre dans un autre quartier de Zébizeko. Donc on a 2 écoles comme ça, 2 écoles. Donc, destinées à la formation des jeunes. Et la plupart du temps, c'est destiné aux jeunes déscolarisés. Encore concernant la jeunesse, à Oragayo, avec un seul lycée, nous venons de bâtir un de mon collège moderne municipal, flambant neuf, avec toutes les infrastructures. Toutes les commodités. Toutes les commodités sportives, sanitaires et tout ça. Et même il y a des salles d'informatique. Toujours en direction de la jeunesse, Oui. nous venons de créer un centre multimédia. Un centre multimédia destiné à notre jeunesse, mais les grandes personnes peuvent toujours venir là. Mais les prioritaires, c'est d'abord la jeunesse. Ils peuvent venir là, s'informer sur tout ce qui se passe dans le monde, afin de pouvoir être au diapason des jeunesses, de la jeunesse, des autres jeunesses du monde. Vous voyez? Donc la jeunesse est notre priorité. Et qui dit la jeunesse parle de l'avenir, comme je l'ai dit tantôt. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez nos jeunes qui fuient nos pays africains et qui, à travers les mers et les océans, se perdent. Et là, on a tendance à accuser ces jeunes. Pourquoi ils partent? Pourquoi ils partent? C'est ça le problème. Mais justement, honorable, Oui. qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes petits, Séri, Diboué ou Mamadou qui est actuellement en Libye? Lui, il a déjà traversé, il est déjà en haut. Il est en Libye, au Maroc, en Tunisie. Qu'est-ce que vous pouvez dire si lui, il a décidé de prendre la barque le lendemain matin? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire là? Il vous écoute. Avant de lui dire quelque chose, je vais situer les responsabilités. Les responsabilités ici sont partagées, mais la plus grande responsabilité incombe aux dirigeants étatiques de nos pays. Au sommet. Au sommet. Pourquoi ces jeunes partent-ils? Comment ils partent? Le pourquoi est fondamental. Est-ce que nous avons fait suffisamment pour la jeunesse, pour les retenir chez nous? Est-ce que nous avons investi suffisamment dans la jeunesse, notre avenir? C'est là la question fondamentale. Mais vous êtes député de la nation. Est-ce que vous avez préparé un projet de loi en fonction, ou est-ce que vous avez l'idée de l'intention de le faire? C'est pas ça qui manque. Nous avons des bonnes lois, nous avons des ministres dans tout. Les instances existent. Le problème est de savoir si ces instances qui existent là font ce qu'il y a à faire. Il y a un ministère de la jeunesse, par exemple.
un ministère avec un budget. Est-ce qu'on investit là où il faut investir? Évidemment. C'est là. Donc les infrastructures, les lois sur la jeunesse, ça existe. Est-ce que c'est appliqué? Est-ce que c'est mis en œuvre? Mais comme vous posez la question, je crois que ce plaidoyer, nous le portons chaque moment. Le plaidoyer en faveur de la jeunesse, nous le portons. Parce que nous savons que nous pensons, et nous sommes convaincus que si notre jeunesse est formée, elle va rivaliser avec toutes les jeunesses du monde. C'est ça qu'il s'agit. Je pense que ce serait maintenant, le comment ils arrivent à traverser les mers, tout ça, c'est en désespoir de cause. Qui n'aimerait pas rester en Côte d'Ivoire pour travailler? Je souhaiterais que vous portiez une loi, portez une loi à l'Assemblée nationale sur l'exode de ces jeunes qui partent massivement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la Méditerranée est un cimetière à ciel ouvert de la jeunesse africaine. Est-ce que vous ne pouvez pas représenter cette jeunesse à l'Assemblée nationale? Pensez à un projet de loi pour aider cette jeunesse davantage, à faire appliquer les lois qui existent, comme vous le dites. Des lois contraignantes en quelque sorte, vous voulez dire. Voilà. D'accord, mais j'ai compris, mais je crois avoir déjà répondu à cette question, que les instances dédiées à la jeunesse existent. Sont-elles efficaces? Est-ce que ceux qui animent ces instances-là, c'est ces personnes-là qui sont véritablement à même de les animer? C'est ça qu'il s'agit. La loi peut être, il y a des lois qui sont bonnes, qui sont là. Les lois peuvent être là, mais c'est la mise en œuvre des lois qui pose problème. Mais toute loi est contraignante. Toute loi est contraignante, pourvu qu'on respecte ces lois-là, c'est tout. Donc, mais comme vous le dites, je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous allons porter ce plaidoyer. Voilà, merci. Et c'est important. Merci beaucoup. Donc, vous n'avez pas répondu. Il est déjà arrivé, il a tout dépensé, il doit prendre la barque à 5 h du matin, il est là, il vous écoute. Vous lui dites quoi, honorable? Je vais lui dire tout simplement que ce qu'il a fait, c'est en désespoir de cause. Ces jeunes qui partent et qui se noient dans les mers, dans les océans, on peut les comprendre. C'est en désespoir de cause. Mais je pense qu'il y a encore de l'espoir de revenir dans leur pays. De revenir dans leur pays. Il faut que nous ayons une jeunesse consciente. La jeunesse est organisée. Il y a des instances d'organisation des jeunes dans nos pays. Ils doivent être véritablement porter des revendications qui contraignent nos dirigeants. C'est ça qu'il s'agit. L'organisation des jeunesses, ça fait quoi? Parfois, ces organisations existent, les dirigeants de ces organisations de jeunesse, on leur donne un peu les miettes, et puis ils ne posent pas les vrais problèmes de ceux qui les ont mis à leur tête. C'est ça qui est là. Sinon, il y a eu beaucoup d'organisations de jeunesse qui existent, mais parfois, les dirigeants de ces choses se laissent corrompre. Ils sont manipulés par les dirigeants parfois. Et voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc tout est là. Mais c'est parfois ceux qui animent ces instances qui posent problème. Ils pensent plutôt à eux, qui sont les dirigeants de ces instances, plutôt qu'à leur, voilà, à toute la jeunesse. C'est ça le problème. Et là, c'est les autres jeunes qui doivent être vigilants. C'est ça qu'il s'agit. D'accord. Donc vous lui dites, malgré tout ce que tu as fait, malgré tes souffrances, ne tente pas l'aventure. Oui. Ce qu'il faut faire. Le problème, comment faire pour les retenir aujourd'hui? D'abord, il faut leur assurer une éducation efficace, une formation professionnelle efficace. Oui, mais là, lui, il est déjà parti. Non, mais il est parti. Mais il est parti. Ce qu'on va lui dire, c'est de revenir. Voilà. Mais quand il revient là, il faut qu'il trouve les infrastructures à même de l'accueillir. Donc les deux sont liés. Il va revenir. Vous savez, nous sommes au 21e siècle. Nous les dirigeants, nous les hommes politiques, on peut passer à la télévision pour dire que l'avenir de la jeunesse a déjà changé. On va faire des beaux discours. Or, dans le bas peuple, ces jeunes-là vont dans les champs avec la machette encore, les dabas, dans ce 21e siècle. Avec la daba, il faut moderniser l'agriculture. On va appeler ces jeunes d'aller faire l'agriculture. Mais ce jeune ne va pas travailler comme ses arrière-grands-parents, nos aïeux. Il faut moderniser l'agriculture, la pêche. L'agriculture, ça englobe la pêche, tout ça. De l'élevage. Il faut créer des écoles de métiers et tout ça. C'est ça que c'est pour les accueillir. C'est ça qu'il s'agit. Alors, honorable, devant la caméra de Prince Alain,
Vous prenez l'engagement de porter ce projet de loi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Alors, est-ce que je peux refuser? Nous sommes là pour la jeunesse. Ceux qui nous délisent à 80%, la jeunesse, c'est des jeunes qui nous délisent. Et nous avons été jeunes comme eux. Donc je comprends le problème de la jeunesse. Je ne suis pas loin des jeunes. Donc je comprends leurs problèmes. Et je vous dis que c'est chaque jour que nous faisons les plaidoyers auprès des ministères qui sont concernés. Nous nous battons chaque jour pour que les jeunesses vraiment s'en sortent, la jeunesse s'en sorte. Il y a un ministère dédié à la jeunesse. Nous allons vers ces ministres pour faire ces plaidoyers. En tant que député, c'est ce que nous devons faire. Mais les lois existent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un problème de loi. En Côte d'Ivoire, on a des belles lois. Dans tous les domaines. Et en Afrique aussi, partout, on a des belles lois. Mais le problème de nos pays, c'est la mise en œuvre des lois. On se donne des bonnes lois, mais est-ce que ces lois-là sont appliquées? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci honorable. L'entretien tire à sa fin. Quel est votre mot de fin? Alors je voudrais m'adresser à notre jeunesse. D'abord vous saluer, de me donner cette opportunité de m'adresser à notre jeunesse. Que malgré les difficultés du moment, il y a de l'espoir. C'est d'ailleurs le titre de votre émission, Parcours Espoir. Que malgré les difficultés du moment, il y a de l'espoir. Il ne faut pas qu'ils désespèrent. Dans les débuts de nos indépendances, il n'y a pas assez d'exemples d'élites qui pourraient les inspirer. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent les inspirer. Je vais vous brosser un peu mon parcours. Je ne dis pas que c'est l'excellence. Mais de là où je suis venu, pour être là où je suis, je pense que ça peut inspirer certains. Qui pourront me dépasser, qui pourront dépasser les grands dirigeants qu'on connaît aujourd'hui, les Alassane Ouattara, les Bédié, les Laurent Gbagbo, tout ça là, et les grands ministres qui sont là, ils peuvent les dépasser. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Pourquoi je dis ça? Même dans ce que nous croyons avoir perdu, il y a un gain dedans. Si je suis allé je voulais aller dans l'aventure, que je suis revenu, avec toutes les souffrances que j'ai endurées sur la route, j'ai tiré une leçon. Et je me remets en cause. Qu'est-ce que j'ai fait pour changer les choses? La jeunesse peut changer les choses positivement. Donc je dis à cette jeunesse qu'il y a de l'espoir, qu'elle ne désespère pas et que nous sommes là. Nous ne ferons pas tout, mais nous ferons ce qui est à notre pouvoir. Et en tant que député, c'est chaque jour que nous faisons des plaidoyers en direction des ministres qui sont concernés. Même au plan international, quand nous voyageons, nous posons les problèmes. Je suis à Paris actuellement. Dans mes racontes, je pose le problème de notre jeunesse et tout ça. Ou comment? J'ai raconté la diaspora. Je leur parle de venir investir chez nous. Ça peut retenir la jeunesse, par exemple, de chez moi. Ici, j'étais venu donc participer à l'invitation des Ivoiriens pour la création d'une médiathèque dans la ville de Gagnoa. Et je devais me rendre par la suite à Londres pour rencontrer la diaspora. Ça a été reporté, mais c'est pour porter le même message. Quand je demande aux autres de venir investir, de venir travailler chez nous, c'est aussi dans l'intérêt de notre jeunesse. Donc on est à leur service, mais je crois que ce qu'ils doivent savoir, pour terminer, il faut se former. Quand on a une formation, il ne s'agit pas d'aller forcément travailler pour quelqu'un. On peut créer soi-même quelque chose. Même si c'est au niveau de la plantation, de la pêche, on peut faire quelque chose. Il ne s'agit pas forcément d'aller dans un bureau pour avoir un stylo entre les mains. Et il n'y a pas de saut métier. Voilà, c'est ce qu'il s'agit. Donc, que la jeunesse se forme, qu'elle ne perde pas espoir et que nous ferons tout ce qui est dans nos possibilités pour porter leur voix à l'Assemblée nationale et dans tous les coins où je me rendrai pour essayer de les aider. Merci honorable. Donc vous avez compris, il n'y a pas de saut métier, il faut vous former, et puis il ne faut jamais baisser les bras. Il y a toujours espoir. C'est le titre de l'émission, Parcours de l'espoir. Donc merci beaucoup honorable Anthony Garou, député maire du Grand Oulagayo. Merci pour cet entretien, merci pour ces conseils. Je sais que notre jeunesse va tenir compte de ces conseils. Merci encore. Et puis, c'était le Parcours de l'espoir avec l'honorable. Rendez-vous pour la prochaine édition. Donc, à la réalisation, Prince Alain, et à la présentation El Magnifico. Merci et à bientôt.